Le deuxième exposé de la matinée sera donné par Madame Amélie Michael, qui est pasteur à Munzerheim, pardon, mais je crois aussi à d'autres. Jerusalem, Punaï, Munzenheim, Jerusalem, Fortschritt, pour qu'aucun paroissien ne soit frustré en regardant la vidéo sur YouTube. Absolument. Voilà. Merci pour ce mot inclusif. Vous avez été, Madame, vous êtes l'auteur d'un mémoire de master soutenu à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg, mémoire portant sur la tribune juive et la quinzaine protestante. Vous étiez donc, et vous êtes donc tout à fait désigné pour donner l'exposé qui précisément ce matin porte sur la tribune juive et la quinzaine protestante. Merci beaucoup. Merci. Donc effectivement, la comparaison entre la tribune juive et la quinzaine protestante a été effectuée dans le cadre de mon mémoire de master sous la direction de M. Mathieu Arnold et qui était plus précisément intitulé « Les relations entre les juifs et les protestants alsaciens entre 1930 et 1950 » qui a été soutenu en 2020. Donc à présent, je vais brièvement vous présenter les deux sources. Donc premièrement, la tribune juive, anciennement le juif, de 1919 jusqu'en 1923, et qui à partir de 1923 devient la tribune juive, organe indépendant du judaïsme de l'Est de la France. C'est un hebdomadaire qui est édité à Strasbourg, qui paraît de 1923 jusqu'en août 1939. Les bureaux vont se situer successivement rue Auguste Lamay de 1930 à 1932, 5 place du Corbeau de 32 à 34, 25 rue des Tonneliers de 1934 à avril 1939 et enfin au 1 quai Kléber d'avril à août 1939. Alors cet organe de presse relate la vie des communautés alsaciennes et lorraines. Il possède une rubrique diffusant des informations mondiales, une rubrique sioniste dédiée à Eretz Israël, donc la terre d'Israël. On retrouve aussi des articles théologiques, des pages de publicité pour les commerces juifs en Alsace et en Lorraine. Maintenant, passons à la quinzaine protestante. Donc, la quinzaine protestante est un bimensuel qui paraît à partir de 1928, le 1er et le 16 de chaque mois. Exception faite des mois d'été où il devient mensuel. L'équipe du journal est constituée de pasteurs de Strasbourg. Donc on retrouve Pierre-Henri-Léon Rosier, pasteur du Temple Neuf, André Beugner, pasteur à Saint-Paul, Charles Ortlieb, pasteur à Saint-Guillaume, Louis-Paul Horst et Henri Barbier, pasteur à Saint-Nicolas. Et on retrouve aussi des professeurs comme Robert Ville, professeur de théologie pratique à la faculté de théologie protestante, Édouard Schlegans, enseignant d'abord au gymnase Georges-Tourne, puis à la faculté des lettres de Strasbourg. Et deux derniers auteurs enfin composent l'équipe, Ferdinand Édouard Delinger, qui est conseiller presbytéral à Saint-Nicolas, et Art Birkel, dont l'identité n'est pas renseignée, où j'ai pas pu trouver les informations. Donc le journal va fermer en 1939, avant le début de la guerre et donc de la censure. Concernant le plan, je vous propose qu'on fasse de manière thématique. Donc, il y a des préoccupations qui sont communes à la tribune juive et à la quinzaine protestante, comme la montée du nazisme et l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'antisémitisme et aussi l'accueil des réfugiés d'Allemagne et d'Europe de l'Est. On va aussi voir qu'il y a un intérêt de la communauté juive pour tout ce qui est actualité protestante. On va avoir tout un article sur la ressemblance du culte juif et du culte protestant. Et enfin, on va voir qu'il y a des relations entre juifs et protestants dans les années 30 en Alsace. Donc la tribune juive et la quinzaine protestante, des préoccupations communes. Donc pour commencer, on se renseigne beaucoup sur la montée au pouvoir d'Hitler. Donc la tribune juive commence à s'intéresser réellement de manière sérieuse à Hitler à partir de 1931. En 1930, il y a quelques articles, mais en fait ils sont seulement au nombre de 9. Puis on arrive en 1931, on retrouve 22 articles sur Adolf Hitler, le nombre augmentant rapidement, 46 en 1934, puis redescend pour retomber à 19 en 1939.
Entre 1930 et 1933, on ne s'inquiète pas d'abord outre mesure de la montée du nazisme, parce que selon les auteurs, il est impossible qu'un tel régime puisse arriver au pouvoir en France. Le 3 février 1933, deux lignes annoncent la nomination de Hitler comme chancelier du Reich. Il est ensuite, à partir de 1933-1934, il est considéré comme un homme dangereux qui divisera l'Allemagne en propageant la haine des Juifs, mais on ne va pas encore parler de possibilité de pogrom, et on va rester vraiment modéré en disant qu'il va se contenter d'appauvrir la population juive, mais que ça n'ira pas plus loin. On parle quand même, on relate les vexations et la passivité des Allemands face à toute cette violence. Donc je disais, on se dit que voilà, ça ne va pas aller plus loin que ça, à l'exception d'un article du 10 mars 1933 qui soulève l'idée d'une extermination parce qu'il relaie un article de presse paru dans le Daily Herald, donc un journal américain basé à Chicago, qui prédit le massacre des Juifs allemands si personne n'intervient. Mais le journal relativise cette prédiction en promettant l'intervention du gouvernement britannique. À partir du 26 mai 1933, on va aussi parler de Mein Kampf, donc les communautés juives seront très informées sur le contenu et le programme d'Adolf Hitler. Et donc on va avoir des articles de plus en plus réguliers concernant Mein Kampf et son contenu. Du côté de la quinzaine protestante, la montée au pouvoir d'Hitler est surtout relayée au regard de la situation des églises protestantes allemandes et de ce qu'on appelle le Kirchenkampf. Donc dès 1933, les lecteurs peuvent apprendre des tensions qui règnent au sein de l'église protestante allemande et la création d'un nouveau groupe, les Deutsche Christen, donc les chrétiens allemands, qui se rallient à la cause nationale socialiste et à son antisémitisme. Ce groupe de chrétiens allemands va monter et prendre en puissance entre 1933 et 1938 avec une nouvelle constitution et la nomination d'un nouvel évêque du Reich. On va aussi relater l'embrigadement des jeunesses protestantes, l'obligation de prêter serment à Hitler pour les pasteurs et la persécution des pasteurs dits confessants qui s'opposent au Reich. Ainsi, on rapporte que le 17 mars 1935, 530 pasteurs sont arrêtés et ça continue les arrestations en 1936-1937. Et donc la quinzaine protestante affirme tout de même que la vision des nazis n'est pas compatible avec le christianisme car elle, je cite, soulève de lourds problèmes du point de vue chrétien. Article du 16 juin 1933. On parle aussi dans les deux journaux d'antisémitisme et de Luther et l'antisémitisme dans les deux journaux. Donc à partir de 1933, il y a quelques articles qui apparaissent dans la Tribune juive dont leur thème est le rapprochement entre Adolf Hitler et Martin Luther. En effet, Hitler est qualifié de nouveau Luther par la Tribune juive. Ainsi, le 31 mars 1933, on associe Hitler à Luther. De même que Luther nie l'idée d'une culture universelle, Hitler nie l'idée d'une démocratie européenne. De même que Luther a libéré l'individu de la domination de l'Église pour le soumettre à la parole de la Bible, de même Hitler a rejeté l'économie capitaliste marxiste avec ses tendances individualistes pour imposer à la collectivité une obéissance inconditionnelle, une discipline incassable dans l'intérêt de la race. Et il rajoute aussi que, comme Luther, Hitler est antisémite, il rejette l'Ancien Testament en raison de cet antisémitisme. Et dans la quinzaine protestante, on a deux articles concernant Luther et l'antisémitisme. Tous deux sont de la plume de Charles Ortlieb et datent du 1er juillet et du 1er novembre 1933. Donc dans ces deux articles, on va quand même on va concéder que Luther a eu des propos antisémites, mais rajouter que ça ne doit pas constituer un argument pour se rallier à la cause du nazisme. Sachant que le réformateur n'a jamais nié que Jésus était juif, ça ne justifie pas la haine, et en plus, se réclamer de Luther n'autorise pas à mettre au bord d'une église protestante les pasteurs non-ariens, car ça remet en cause le sens du baptême donné par Luther. Donc effectivement, selon Charles Ortlieb, certains propos de Luther ont pu être déformés ou exagérés, mais il est certain que Luther a été hostile aux Juifs. On ne nie pas l'antisémitisme de Luther, mais on dit aussi que ça ne doit pas être un argument pour s'en prendre aux Juifs
et attiser la haine. Donc, les mesures antisémites de l'Allemagne nazie. Donc, déjà, dès avant 1933, la tribune juive relate les vexations, les agressions et parfois les meurtres perpétrés contre des juifs par des groupes nazis en Allemagne et en Autriche. On relaie aussi les pogroms d'Europe de l'Est. Mais avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, ces agressions se généralisent, elles deviennent légales, et puis il y a les premières mesures contre les juifs qui sont mises en place. Alors par faute de temps, je ne relaterai pas forcément tout en détail, mais si vous avez des questions ensuite, c'est avec grand plaisir. Mais nous allons quand même nous attarder sur les lois de Nuremberg et le paragraphe arien qui sont relatés tant du côté juif que du côté protestant. Donc, du point de vue juif d'abord, la tribune juive veille quand même à beaucoup documenter la communauté alsacienne du tournant dangereux que prend l'Allemagne concernant la persécution des juifs. À partir du 27 septembre 1935, on va donc relayer la tenue du congrès de Nuremberg et les mesures anti-juives qui en découlent. Ces trois lois sont votées le 15 septembre 1935 au Reichstag. Donc la tribune juive, elle ne va pas relayer en détail, considérant, je pense, que la communauté juive est au courant. Mais pour une meilleure compréhension pour tout le monde, je vais relater brièvement ces trois lois qui sont votées. Donc la première loi porte sur le drapeau nazi, obligation de l'accrocher. La deuxième loi déchoit les juifs de leur nationalité. Je cite, « Un citoyen du Reich est uniquement une personne de sang allemand apparentée et qui, à travers son comportement, montre qu'elle est à la fois désireuse et capable de servir loyalement le peuple allemand et le Reich. » Enfin, la troisième loi concerne le sang. Elle va interdire toute relation intime et toute union entre juifs et ariens. Donc tous ces articles, comme je le disais avant, ne développent pas le contenu des lois, mais prédisent une extermination finale. En témoigne le communiqué du 8 novembre 1935 du Consistoire central des Israélites de France, dont je vais à présent vous lire un extrait. Le Consistoire central des Israélites de France et d'Algérie s'élève avec indignation contre la barbarie des lois antisémites qui viennent d'être promulguées en Allemagne. Ces mesures iniques et hypocrites bêtent en réalité hors la loi plusieurs centaines de milliers d'êtres humains qu'elles vouent à une extermination finale. Insultés, traqués, chassés méthodiquement de tous les métiers, martyrisés jusque dans leurs enfants, qui seront bientôt tous exclus des écoles publiques, ces malheureux se voient privés de la dignité et ravalés au niveau de paria de l'espèce humaine. Dans la tribune juive, on va aussi relater les pogroms de ce qu'on appelle la nuit de cristal de novembre 1938, l'existence de camps de concentration et des premières déportations. Dans le numéro du 25 novembre 1938, par exemple, la tribune juive publie un témoignage oculaire des pogroms à Kiel, juste de l'autre côté du Rhin. Donc le témoin rapporte que les hommes juifs de la ville ont été arrêtés, même les vieillards et les infirmes, et ont dû défiler dans la rue en chantant « Nous sommes de misérables juifs, nous avons trahi la patrie allemande, nous sommes responsables du lâche assassinat parisien en se crachant dessus. » Après cela, tous ces hommes sont emmenés par la Gestapo et battus. Les hommes arrêtés partent de la gare de Kiel aux alentours de 22 heures vers une destination inconnue. Mais l'auteur commente « Depuis, leur sort n'est pas connu. Cependant, on peut l'imaginer, il est facile d'y penser. » Du point de vue protestant maintenant, concernant l'antisémitisme, donc la quinzaine protestante, elle relate surtout des faits. Elle ne prend pas position dans ses articles, enfin pas toujours. En tout cas, le point de vue des chrétiens allemands favorables au nazisme est toujours contrebalancé par celui des confessants qui s'opposent à Hitler et aux mesures antisémites. En revanche, on n'a aucune mention qui sera faite dans la quinzaine protestante des pogroms à Strasbourg qui ont lieu en 1938, ni de la nuit de cristal à Kiel. En tout cas, on apprend que des pasteurs et des théologiens en Allemagne se dressent contre l'antisémitisme en signant entre autres des pétitions, mais on assiste aussi à l'épuration de tout élément juif dans la Bible.
Georges Wolf, pasteur contributeur de la quinzaine, souligne « L'épuration raciale par l'élimination des Juifs soulève de lourds problèmes du point de vue chrétien. » Voilà, on a quand même quelques prises de position et quelques commentaires. Dans la tribune juive, on peut lire aussi que plusieurs théologiens, pasteurs et personnalités protestantes se dressent contre l'antisémitisme montant en Allemagne. Dans la tribune juive, on peut aussi lire que plusieurs théologiens, pasteurs et personnalités protestantes se dressent contre l'antisémitisme montant en Allemagne. Et donc, le pasteur Charles Dombre de Mulhouse est remercié pour avoir pris la parole en chair pour dénoncer les vexations et violences faites aux Juifs en Allemagne nazie, dans le numéro du 24 mars 1933. De même, dans le numéro du 7 avril 1933, on retrouve le nom de Charles Dombre aux côtés de celui du pasteur Stricker, également à Mulhouse, qui est président de l'Église réformée en Alsace. Et donc, il signe en fait une lettre de politiques et de religieux juifs, catholiques et protestants de Mulhouse qui vont dénoncer les mesures anti-juives en Allemagne. Donc potentiellement, on avait aussi des pasteurs dans les années 30 qui, du haut de la chair, prenaient position et dénonçaient ce qui se passait. Dans le numéro du 16 décembre 1938, la tribune juive publie un manifeste alsacien pour la paix civique. Donc il s'agit d'un manifeste qui se dresse contre le racisme et il semble être une réaction à la nuit de cristal du 9 au 10 novembre 1938. Il y a 42 signataires à ce manifeste. Et j'ai réussi à déterminer s'ils sont protestants pour 10 d'entre eux. Donc parmi les 10, on en a 4 qui vont être présentés comme protestants, pasteurs avec responsabilité. Donc on a le pasteur André Beugner qui est originaire des Vosges. On va voir le pasteur Debu. Alors il s'agit peut-être du pasteur Philippe Debu-Bridel. On a le pasteur Herzog, Henri Stroll, doyen à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, et le pasteur Robert Bill, professeur honoraire à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Parmi les autres signataires sont protestants, Frédéric Ernwein, président du directoire et du consistoire supérieur de l'EPCAL, Charles Geyer, qui est directeur de l'école normale d'instituteurs de Strasbourg, originaire de Lorraine, Albert Kirban, qui est un chimiste protestant originaire de Strasbourg, et le docteur Victor Nessmann, fils de pasteur et assistant d'Albert Schweitzer à Lombardie. Alors il est évidemment possible que d'autres signataires soient protestants, mais en tout cas on n'a pas disposé de sources suffisamment fiables pour pouvoir identifier ces personnes. Se pose aussi dans la quinzaine protestante et la tribune juive la question de l'afflux des réfugiés en Alsace. Dans les années 30, on assiste à l'afflux de beaucoup de juifs allemands et d'Europe de l'Est qui affluent en Alsace, et donc se pose évidemment la question de l'accueil. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes qui arrivent et qui fuient les pogroms, la violence? Alors, quinzaine protestante et tribune juive s'accordent pour ne pas être favorable à l'établissement de ces réfugiés en Alsace. Alors dans la quinzaine protestante, on va chercher des solutions dans les articles, mais toujours on va les envoyer hors de France. Donc pourquoi pas aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et on va même déplorer que les autres pays n'ouvrent pas suffisamment leurs frontières pour accueillir les réfugiés juifs, alors que pourtant des pasteurs protestants allemands fuient et eux sont accueillis et non soumis aux mesures de triage. Alors, côté juif, on met quand même en place la solidarité entre coreligionnaires. On a des caisses d'aide aux réfugiés qui vont être mises en place, mais on sent quand même une profonde méfiance envers l'étranger qui ne vit pas comme les locaux, surtout concernant les juifs plus traditionnalistes, qui sont moins assimilés. Il y a un vrai choc culturel entre les réfugiés et puis les locaux. Donc on s'organise à les accueillir, mais dans quasiment tous les articles, on espère qu'ils ne resteront pas longtemps, qu'ils pourront retourner en Allemagne. On constate
un certain intérêt de la communauté juive dans la tribune juive pour tout ce qui est actualité protestante. Donc, en 1937, dans le numéro du 30 avril, on consacre une double page aux journées protestantes du 25 avril 1937, où il est question de la solidarité protestante face à la haine qui sévit en Europe, solidarité qu'il faut consolider, et puis voilà, il faut prendre exemple sur les protestants qui sont solidaires entre eux, il faut en faire de même du côté juif. Alors l'auteur de l'article qui n'est pas signé conclut que la communauté juive, comme je le disais avant, devait prendre exemple sur la communauté protestante et elle aussi mener une réflexion sur la solidarité afin de faire face à l'antisémitisme. Dans le numéro du 29 octobre 1937, la Tribune juive publie un article intitulé « La religion protestante en Alsace, analogie avec notre culte ». Donc cet article, il va reprendre un rapport écrit par Fernand Ménégoz, publié par le Comité alsacien d'études et d'information dans le journal L'Alsace depuis son retour à la France. L'auteur de l'article de la Tribune juive reprend donc les propos de Fernand Ménégoz en rapprochant protestantisme et judaïsme. Donc ainsi, le protestantisme en Alsace, comme le judaïsme, est minoritaire. Comme dans le judaïsme, le protestantisme connaît un renouveau spirituel, une renaissance religieuse, morale et sociale. Peu de protestants se détournent de la foi huguenote, même si certains protestants s'en détachent, en tout cas, il y a comme cette idée de l'identité profondément protestante qui va rester, ce qui est aussi le cas des juifs. Et les protestants conservent leur tradition, baptême, mariage religieux, confirmation, enterrement religieux, de même que dans le judaïsme. On relate aussi que les protestants n'hésitent pas à entrer dans les débats politiques lorsqu'il s'agit de défendre la religion, ce qui est aussi le cas des juifs. Et de plus, à l'instar du judaïsme, les œuvres protestantes sont nombreuses sur le sol alsacien afin de maintenir le sentiment religieux. Et on a de grandes figures d'intellectuels protestants alsaciens qui s'investissent dans des œuvres. Ainsi sont cités Frédéric Écart, sénateur du Bas-Rhin né à Mulhouse, qui est un protestant responsable des œuvres protestantes françaises de Syrie et du Liban. Ou on cite aussi Albert Schweitzer, qui œuvre en Afrique à l'embargo. Et il est aussi indiqué que la faculté de théologie de Strasbourg contribue grandement au rayonnement du protestantisme alsacien. L'auteur de l'article, signé LD, conclut ainsi: en ce qui concerne les raisons d'espérer, la situation du judaïsme alsacien offre une analogie de plus avec celle de nos compatriotes protestants. Donc pour l'auteur, judaïsme et protestantisme se ressemblent en beaucoup de points. On a aussi, en écho, un article de la quinzaine protestante qui va reprendre cette idée de ressemblance entre protestantisme et judaïsme, mais dans un autre contexte qui est celui de la discrimination. Alors c'est seulement le début de l'article qui va reprendre ça, et puis ensuite on va voir qu'on détourne un petit peu l'article pour ensuite servir la cause plutôt protestante. Donc l'auteur fait un rapprochement entre les juifs persécutés en Allemagne et les huguenots qui étaient persécutés au temps du désert. En effet, les protestants ayant eux-mêmes souffert pendant des siècles, ils comprennent ce qu'endurent les juifs et compatissent à leur situation. C'est dans ce sens que les représentants du protestantisme protestent contre les mesures anti-juives de l'Allemagne nazie. Jean de Saussure salue l'attitude des églises allemandes qui ont refusé d'appliquer ces mesures anti-juives. Ainsi, d'après l'auteur, les dirigeants protestants allemands sont allés voir Hitler et ont réussi à faire cesser certains boycottages de juifs. Par ailleurs, les écoles protestantes ont, elles, refusé d'appliquer le paragraphe arien dans leur enceinte, en refusant de chasser les enfants chrétiens d'ascendance juive, en arguant que l'État ne peut contester un baptême et son efficacité. En revanche, Jean de Saussure déplore tout de même que les protestants condamnent les mesures anti-juives, mais ils ne vont pas condamner les persécutions chrétiennes en Union soviétique, tout en précisant qu'évidemment, ils ne reprochent pas les actions en faveur des juifs, car ces dernières durent depuis plus de temps. Elles sont plus violentes,
et entraîne la déportation des chrétiens russes au Gulag sibérien. Jean de Saussure reproche aux États européens d'avoir refusé d'agir contre les persécutions des chrétiens soviétiques alors qu'ils se dressent contre les persécutions antisémites nazies. Donc on a une position extrêmement mitigée vis-à-vis des persécutions juives et chrétiennes. Pour l'auteur, il est urgent que les chrétiens soient solidaires dans le monde entier contre les persécutions antichrétiennes, comme le sont les juifs face aux actions antisémites du régime hitlérien. Dans la tribune juive, enfin, on relate des rencontres entre juifs et protestants. On voit qu'il y a des relations qui ne sont pas relayées du côté de la quinzaine protestante. On n'en parle pas, mais dans les sources du judaïsme alsacien, on retrouve des fréquentations. Donc on a plusieurs pasteurs, par exemple, qui vont assister à des enterrements ou anniversaires de personnes de confession juive en tant que pasteur, pas en tant que personne. C'est vraiment institutionnellement. Par exemple, le pasteur Blumenreder, qui sera à l'enterrement du rabbin à Aucher de Haguenau. Alors, était-ce par politesse envers son collègue ou parce que les deux communautés avaient des relations? Pour essayer, en tout cas, d'éclairer la question, on peut souligner que les communautés protestantes et juives de Haguenau ont fait l'objet d'un article du 25 janvier 1929 où la Société des Dames de la communauté juive a organisé une tombola et a remercié chaleureusement les catholiques et les protestantes d'avoir participé en donnant des lots, ce qui peut laisser penser qu'il y a certaines affinités ou des fréquentations intercommunautaires. Pareil pour les commémorations du 11 novembre, pasteurs et rabbins se rendent aux offices, donc il y a un office par an, et on peut même constater qu'il y a des célébrations communautaires. Un office qui est organisé tous les ans. Et donc, dans le numéro du 18 novembre 1938, relatant l'office du 11 novembre à Strasbourg, on rapporte la présence de Charles Altenfer, directeur des cultes, ainsi que de l'aumônier militaire protestant Péchant. Pour conclure, donc il y a des préoccupations communes entre juifs et protestants sur la situation d'outre-Rhin, une relation d'arrivée au pouvoir. Donc on a des préoccupations communes sur la situation outre-Rhin. On va beaucoup parler de l'arrivée d'Hitler et de ses conséquences. Dans chaque journal, on s'intéresse surtout sur les effets du nazisme sur ses propres coreligionnaires, donc les mesures anti-juives et la question du Kirchenkampf en Allemagne. Mais les protestants sont tout de même au courant de l'antisémitisme grandissant en Allemagne et on réfute dans la quinzaine protestante la légitimation de l'antisémitisme avec l'arme blanc Martin Luther. Mais bien sûr, les pogroms ne sont pas relatés, ce qui est dommageable. Et on parle aussi des réfugiés et de la méfiance qu'on peut avoir pour eux. Et on constate enfin qu'il y a donc des affinités entre juifs et protestants en Alsace entre 1930 et 1939. Merci pour votre attention. Pour cette cartographie des échos contre-périodiques de la situation en Allemagne, de ses conséquences, mais aussi des relations régionales entre le protestantisme et le judaïsme. La parole est à qui la veut prendre. Merci beaucoup pour votre exposé et qui m'a fait découvrir, je le reconnais, l'existence de la quinzaine protestante. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'importance de la diffusion de ce journal et son lectorat, notamment comparé aux autres organes de presse protestants, qui est plus ecclésiaux, entre guillemets, c'était plutôt un journal d'opinion, si je comprends bien là. Ce sont plus en fait des articles théologiques que des nouvelles des paroisses. C'est vraiment, c'est plus intellectuel. On ne relate pas la vie des communautés locales. Combien d'experts? Alors ça, je ne saurais pas vous répondre. Plutôt urbain, plutôt... À mon avis, plutôt urbain.
Oui, le chanoine Bernard Thibault de l'archevêché, ce n'était pas l'objet ni de notre mémoire ni de votre intervention, mais vous comprenez que je serais intéressé de savoir si dans la tribune juive, il y a également des échos de la communauté catholique du type de ceux que vous avez énumérés ici. On retrouve quelques échos. Après, c'est vrai que je me suis quand même beaucoup basée sur le côté protestant. Comme c'était en plus dans une base de données, j'ai tapé uniquement protestant. Par contre, si ça vous intéresse, vous avez la base de données Mistral de l'université et en fait, tout est numérisé. Donc, vous pouvez taper dans la barre de recherche et ensuite, vous pouvez taper des mots-clés et en tapant catholique, je pense que vous pourrez trouver certaines informations. Donc c'était juste un complément d'information pour la question de Christian Becker. C'était des milieux urbains, notamment autour du Temple Neuf et de la faculté de théologie protestante de Strasbourg. On trouve souvent des contributeurs de la faculté qui veulent un peu faire pièce aux 3 journaux germanophones par cette périodique. C'est aussi au sujet de la quinzaine protestante qui a repris, et je pense que ça vaut la peine d'être rappelé ici, qui reprenait des articles de ce que vous avez cité, le comité alsacien d'études et d'information. Ce comité est très intéressant, il mériterait une étude parce qu'effectivement, il est animé par des protestants de la faculté de droit de l'université de Strasbourg de l'époque. Bon, il est aussi animé, d'abord créé finalement par un certain G.G. Jäger, dont Germain parlait en disant le bête de la guerre, mais qui alors a eu une influence énorme dans les milieux protestants parce qu'il suivait de très très près l'évolution de la situation en Allemagne. Et alors, sur le plan religieux, celui qui était responsable et qui a donc aussi écrit des articles dans la quinzaine protestante, il faut le citer ici, c'est François Vandel, qui a animé la faculté de théologie en tant que doyen autrefois. Je dois aussi faire une remarque. On peut aussi citer Vermeil, qui était professeur de germanistique à Strasbourg et qui était également chargé d'observer ce qui se passait en Allemagne et qui était calviniste et qui faisait également des rapports dans les bulletins de ce comité. Ils sont intéressants à étudier et qui ont été déjà étudiés, enfin, pas systématiquement. Alexandra Breukink, je voulais savoir, la Gazette protestante, c'est plutôt des pasteurs luthériens, je comprends, autour du Temple Neuf, mais est-ce qu'il y avait une différenciation qui était faite entre luthériens, réformés, il y avait des échos de Mulhouse, voilà, est-ce que ça a joué un rôle Alors dans la quinzaine, c'est surtout effectivement le côté luthérain. Pour ce qui est du côté réformé, c'est des informations qui ont été trouvées dans la tribune juive. Comme c'était deux églises distinctes à l'époque. Désolé, c'est encore moi, mais c'est sur un autre problème. Retraité du CNRS. Au sujet d'une autre question qui concerne l'antisémitisme à Strasbourg, il semblerait que dans les années 35, alors qu'il y avait un afflux de réfugiés d'Allemagne et des pays de l'Est, notamment juifs, il y a eu des manifestations antisémites à la faculté de médecine où les étudiants se plaignaient de l'affluence d'étudiants juifs de l'Est. Alors, est-ce que la presse en a rendu compte? J'ai rien trouvé. Bon,
n'ai pas encore cherché parce que ça ne concernait pas mon sujet. Mais est-ce que, par exemple, la tribune juive en parle? Parce que donc c'est des manifestations d'antisémitisme à Strasbourg. Et pour le reste, alors, quand vous avez parlé du pogrom à Kiel, il ne faut quand même pas oublier que finalement, la Gestapo de Kiel, c'est celle qui débarque à Strasbourg en 1940. Alors concernant les étudiants en médecine de mémoire, ça ne me dit rien. Je ne saurais pas répondre. Et si vous avez une adresse mail, je peux regarder et vous envoyer les informations données. Et merci beaucoup pour vos précisions. Oui, donc c'est un journal francophone, ce qui peut avoir son importance par rapport à l'exposé antérieur de Christian Wächter qui insiste justement sur le problème de la langue, c'est-à-dire que les Alsaciens sont quand même majoritairement germanophones. Donc est-ce que cette quinzaine protestante prend aussi position par rapport justement à est-ce qu'il y a des tensions qu'on ressent dans la quinzaine protestante par rapport à la presse germanophone protestante? Vous avez parlé de trois journaux de la protestante. Est-ce qu'ils les ignorent simplement? Est-ce qu'ils entrent en débat avec eux? Parce que sur ces questions, on pourrait imaginer qu'il y a parfois des différences d'appréciation. Est-ce que c'est un point que vous avez travaillé, sur lequel vous pourriez nous apporter des éclaircissements? Il ne me semble pas. Après, moi, de mon côté, mon mémoire est surtout sur l'aspect relation avec le judaïsme et la Shoah par la suite. Mais il ne me semble pas, il se tente en tout cas de relater exclusivement de manière scientifique en fait, de son grande position. Plus de questions dans la salle? J'en ai peut-être une. Vous avez fait état du traitement dans la quinzaine protestante. Est-ce que les idées théologiques mises en avant des deux côtés, que ce soit les Deutsche Christen ou de l'Église confessante, est-ce qu'il y a eu même simplement un rapport factuel sur ces idées? Est-ce qu'il y a eu quelque chose sur les idées défendues à Barman? Est-ce qu'il y a des échos dans la quinzaine protestante? Je veux dire du point de vue intellectuel, du point de vue aussi de la résistance intellectuelle. Justement, ce que je disais avant, à chaque fois qu'on parle des Deutsche Christen, c'est contrebalancé à chaque fois avec une position des chrétiens confessants. On va avoir effectivement un écho de Barman, y compris dans la tribune juive d'ailleurs, qui salue ses prises de position. On va avoir aussi dans la tribune juive également on rapporte l'arrestation de Martin Niemöller, on remercie vivement pour son engagement au faveur de la lutte contre l'antisémitisme. Et au niveau quinzaine protestante, on va aussi relayer le contenu. En tout cas, on en fait des résumés, c'est sous forme de feuilleton. Je vous remercie. Remercions encore Madame Michael pour son exposé.